Pour moi, la guerre d'Algérie, c'est... je sais pas. La guerre d'Algérie, pour moi, c'est. J'y connais pas grand chose, je dois bien avouer. Je sais pas, je pense. J'en sais rien. Franchement, j'ai pas du tout d'idée de ce que ça peut être. Alors pour moi, la guerre d'Algérie, c'est une guerre pour que l'Algérie elle ait son indépendance, puisqu'elle était colonisée par la France avant. Et voilà. C'est une tentative des Algériens qui étaient donc des Algériens en Algérie qui étaient sous l'emprise de la France d'obtenir leur indépendance par la force parce qu'ils n'avaient pas obtenu avant par des traités. Bah pour moi, c'est pas trop une guerre, c'est plus un conflit entre des civils et l'armée française, donc des civils algériens, nationalistes, je crois il y a le FLN, et donc qui prétendait représenter les civils algériens et qui avait des revendications d'indépendance. Enfin voilà quoi, c'est une guerre civile un peu contre. Enfin, c'est la France qui voulait garder une colonie surtout, je pense. Voilà. La vie, c'est pas. C'est pas. Elle est bien si vous voulez, c'est pas. Non, non, non. Elle est malheureuse, franchement. La plupart, ils vont pas. Sauf, je dis, que le fils de Cayette, le fils de tel, le fils de tel. Mais les autres, hein, les gens qui n'ont pas de sous, il n'y en a pas de machin, c'est un paysan, toute la journée, chercher de l'eau de 5-6 kilomètres, il faut sombrer avec ses mains. C'est ça qui éclate la révision après, plus tard. C'est ça qui éclate la révision. Ben, je ne reconnaissais pas grand-chose, hein. Non, pas tellement. Alors comment j'ai réagi quand je suis parti en Algérie? Ça a été, ça a été. Parce qu'on entendait des choses, mais c'est vrai qu'entre nous, j'aimais bien l'armée, j'aimais bien le commandement, donc ça ne m'a pas fait peur. On nous disait partir, on partait, puis voilà, c'était tout. Je n'ai pas été très content, bien sûr, comme tous les copains. Mais enfin, il y avait déjà les rappelés quand on est parti. Alors, on appréhendait un peu moins. Ils nous racontaient un peu ce qu'il y avait là-bas. Enfin, ils étaient partis pour faire le maintien de l'ordre. Hein. C'était pas la guerre. C'était pas pour faire la guerre. Et voilà, alors, ils nous racontaient un peu ce qui se passait là-bas, mais ce qui vivait avec les habitants là-bas. Je vois ma mère avec le papier comme ça en train de pleurer sur les marches d'escalier de la maison. Je lui dis qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle me dit t'es incorporé directement en Algérie. Ça veut dire quoi ça? J'aurais bien fait de fermer mon clapet. J'ai trop parlé le jour où le commandant m'a dit où vous voulez aller. Je lui ai dit tout, partout sauf en Algérie. J'étais incorporé directement en Algérie. Là j'ai rassuré ma mère. Je me rappelle lui l'avoir rassuré. Je lui ai dit t'inquiète pas, de toute façon. Ben, les parents, ils n'ont pas pris le gaieté de cœur. Ma mère pleurait, mon père pleurait, c'était comme tous les gens qui partaient ici. Surtout que déjà à Firminy, on avait eu plusieurs morts, des jeunes. On ne me sentait pas concerné.
on est obligé de faire son service militaire, il fallait partir. Hein. Oui, quand je suis parti en Algérie, incorporé en Algérie, j'avais 20 ans et 6 mois. Je ne pensais pas que cette guerre elle a aussi duré et que j'allais passer quand même 28 mois. Hein. 28 mois en tout avec mon service, 24 mois en Algérie. Vraiment, quand je me suis embarqué, j'avais aucune idée. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'avais dit au lieutenant, là, je dis, vous croyez que c'est moi qui vais aller régler votre guerre d'Algérie? C'est tout ce que je peux dire, mais j'avais pas d'idée. J'avais pas d'idée, ni de l'indépendance, ni rien du tout. J'avais pas d'idée du tout. Pas d'idée. Nous, pour nous, c'était des Français qu'on allait défendre, donc c'est-à-dire les pieds noirs, qu'on allait défendre. Bon, on ne les connaissait pas, on ne connaissait pas les pieds noirs. Hein. Je savais que c'était les gens qui étaient là-bas, il y en avait 1 million, je crois à peu près, quelque chose comme ça. Il y avait des Espagnols, il y avait des Portugais, il y avait des beaucoup de Français, bien sûr. Donc on partait pour défendre la France, voilà. On part tous en civil appelé, hein. On part de La Pardieu. On casse le train. Comme on a cassé le train, on nous a envoyé la police militaire. On nous a embarqués, encadrés, on était en civil, jusqu'à l'entrée de Marseille pour embarquer le lendemain. Là, je fais la Grande Kabylie pendant 15 mois pleins. Ben, c'était un peu de voir un peu le bled que c'était. Quand on a traversé les gorges, les portes de fer, là, c'était désertique, c'était tout. Alors, ça changeait avec notre région d'ici. Ah ben, le niveau de vie, ils n'étaient pas bien. Ils vivaient chichement, ils vivaient pas. On rien qu'à voir dans les villages comment enfin, comme c'était, hein, quelques animaux, et puis non. On ne comprenait pas pourquoi que la France elle avait un temps investi du matériel là-bas et tout, et puis que les Algériens, enfin, ils soient si pauvres, enfin, c'est ça. La première chose que j'ai vue, on était sur un piton, c'est-à-dire une espèce de petite colline en région interdite. Et la première chose que j'ai vue, c'est qu'il y avait une espèce de potence. Et j'ai vu 2 ou 3 Arabes, pour moi c'était des Arabes. Il y en a un qui était pendu par les pieds, un qui était pendu par les mains, un qui était à moitié mort. Alors c'est vrai, quand vous revenez, moi j'étais au petit séminaire, quand vous rentrez là et que vous voyez ça, c'est pas rigolo. Hein. Nous logions dans cette ferme abandonnée. Et elle était sur une route très fréquentée et très dangereuse et qui fait qu'on l'a fermée, cette route-là. On l'a fermée la nuit. Et comme on est artilleur, on avait des caisses en bois vides dans lesquelles on avait mis le sable hein, pour nous protéger, quoi. Bon, on était isolés, hein, on vivait en autarcie, hein, pratiquement. On brûlait les cerises, on brûlait la viande et on s'auto-nourrissait. On avait, bien avant que j'arrive, ils avaient volé un tracteur qu'ils avaient attelé à un groupe électrogène et on se faisait de l'électricité. L'effet marquant de mon service, bon, ben c'est mes harkis. Hein. Non, on s'entendait. D'abord, si on ne s'était pas entendu, je ne serais pas parti avec eux, hein, parce que c'était pas gai de partir de nuit pendant des jours, hein, tout seul avec eux. Hein. Alors, nous, c'était la guérilla, quoi. Il fallait chercher les félagas. Voilà, alors, donc c'était embuscade, c'était des opérations de jour. Et moi, avec Marquis, c'était beaucoup plus difficile parce que moi, on était toujours en première ligne. Et donc, c'était de nuit, c'était de jour, c'était. Dès on partait 15 jours en région interdite, c'était une région où alors absolument personne ne devait se trouver. Sinon, les gens étaient abattus. Il y avait des repères de félagas, donc en principe, qui devaient s'y trouver. Donc, il n'y avait qu'eux qui pouvaient s'y trouver puisqu'on les cherchait. Mais les gens normaux ne devaient pas s'y trouver. Sinon, ils étaient abattus. Alors, ça consistait d'abord à monter la garde sur la base, parce que j'étais dans une base d'hélicoptères, aviation légère de l'armée de terre, c'est les hélicoptères, et on montait la garde, et puis on partait dans le bled, enfin, oui, pour récupérer les hélicoptères qui tombaient en panne, ou on leur tirait dessus, hein, qui tombaient en panne, et puis quand on voyait que tout ce qui était les poteaux électriques, les mestas, enfin les maisons brûlées, tout ça, on
on appréhendait un petit peu de se passer par là, tout ça, on disait savoir ce qui va arriver encore. Mais enfin. Donc, quand on montait la gare de nuit, là, il y avait des bruits, il y avait on appréhendait un petit peu, la peur, peut-être pas la peur. Voilà, mais enfin, on était surpris, on était... Je n'ai pas subi comme certains quand même, hein, la guerre d'Algérie, hein, quand même. Hein. Bon, j'ai vu des morts, j'ai essayé de tuer, j'avais pas 21 ans. Heureusement j'étais malade, parce que rétrospectivement, je me dis, si j'avais tué ce type, c'était un berger, il était dans une zone interdite. Et quand je l'ai vu passer, j'ai tiré dessus. Il ne devait pas être là. Et j'ai vu les vaches qui le suivaient. Et bien, je vous assure que 50 ans après, je me dis, heureusement que tu ne l'as pas vu, heureusement que tu ne l'as pas vu. C'est un jeune berger qui mettait ses vaches au port de l'Oued. Vous savez, il n'y a pas 2 ans que vous avez quitté le lycée Jacob Holzer. Hein. Vous vous rendez compte ce qu'on vous demande de faire? Bon, j'ai vu des tués, j'ai vu des blessés. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est le premier tué que j'ai vu, vous savez, c'est pas beau. Vous savez, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Et quand il a tué mon copain, quand il est sorti là, de derrière la garrigue, là, derrière les maquis, quand il a vu que le Félaga a été pris au piège, puisqu'ils en avaient tué 2 auparavant, il est sorti des buissons et il lui a crié « Vive De Gaulle !» comme ça. Et il lui a tiré dans les jambes pour ne pas le tuer. En redescendant se blesser vers la ferme, on était à 500 mètres là, et il était blessé là, donc les 2 autres tués étaient là par terre. On les redescend, on réquisitionne des ânes qui étaient là. Donc on redescend ces 2 blessés, ces 2 tués, plus le blessé. Une image, c'est une image parmi tant d'autres, vous êtes quand même assez comprendre. Il y a une des balles qui avait coupé la joue comme ça. Et quand on l'a mis sur l'âne, sa joue s'est retournée sur son œil et on voyait ses dents comme ça. Le blessé, je le récupère, le capitaine me dit « tu le garderas à la fée ». Moi j'étais dans un poste de commandement, là j'étais un peu isolé, dans la ferme. Il dit « tu le garderas à la fée ». J'ai dit « je veux bien mon capitaine », mais enfin moi je l'attachais sur son brancard. Il avait les trous de balles dans ses jambes, hein, puisqu'il lui avait tiré dans les jambes. Je lui ai enlevé ses souliers, ses patogas, qui étaient pleins de sang, je les ai lavés en espérant les récupérer. Mais le sang, une tache de sang ne s'enlève pas à point. Et je l'ai attaché. Je l'ai attaché toute la nuit. Il souffrait. Les services de renseignement sont du lendemain. Les macabées étaient durs. Quoi. Donc, vous savez, pour prendre des empreintes digitales des jeunes, des tués, là, le corps s'est durci. C'est un Européen, un officier français. Il lui cassait les mains comme ça pour pouvoir prendre ses empreintes digitales. Ouais, c'est honteux. J'avais un minimum d'humanisme, ou je sais pas quoi, d'humanité, je sais pas comment vous dire. Moi. Vous ne pouvez pas sortir d'un lycée comme vous le sortez, vous, aujourd'hui, et 2 ans après, vous vous retrouvez face à des choses comme ça. C'est pas votre métier, c'est pas mon métier, c'était pas mon métier. Donc c'était les gens qui nous parlaient, on nous disait, voilà, par exemple, il y a un Félaga qui est venu dans tel village, qui a battu du monde parce qu'ils n'ont pas donné d'argent. Et puis alors le PC, donc le colonel, tout ça, qui nous ont aidé en renseignement, d'aller à tel endroit et d'interroger telle personne. On évitait au village parce qu'il y avait de la tension et puis il fallait éviter quand même que les personnes qu'on interrogeait se fassent tomber dessus. Alors plutôt on les convoquait, Méarki était là pour les dialogues, comme on dit, pour la traduction. Et j'avais toujours... alors à ce moment-là, c'était plutôt des officiers ou des sous-officiers, mais alors des engagés, qui faisaient plutôt les interrogatoires. C'était plus leur boulot qu'on appelait. Maintenant, j'ai bien connu des appelés qui étaient méchants. Hein. Des coups, bien sûr, qu'il y en avait, ça c'est sûr. J'avais 2 ou 3 qui étaient quand même méchants. Oui, j'ai vu des trucs, j'en ai pas pratiqué parce que ça m'énervait un peu.
Mais enfin, j'ai vu des choses qui n'étaient pas gaies. La gégène, vous savez, on entourait une oreille ou un pied ou un sexe, on tournait une manivelle, ça vous fait des décharges électriques. Ça saute, hein, c'était pas gai. Et puis alors les éternels coups de poing, coups de pied, vous savez, on n'avait rien envie aux nazis, certains moments. Hein. Alors, on les relâchait, et ça se passait pas toujours bien chez eux, parce qu'on leur demandait ce qu'ils avaient dit, ce qu'ils avaient fait. Mais, et ceux qu'on ne relâchait pas, les gens comprenaient vite pourquoi on ne les relâchait pas. Et c'est là, bien sûr, qu'intervenait la torture pour essayer d'avoir des renseignements. Mais enfin, on ne le faisait pas systématiquement. Hein. Non, non. On vous a expliqué un petit peu la corvée de bois, donc moi, ça m'est produit plusieurs fois, mais personnellement, j'y allais pour voir, mais je n'ai jamais participé. Mais c'est vrai que c'était pas gai, donc on avait quelqu'un qui avait fait des choses graves, hein, c'était pas qui avait tué des Français, qui avait tué des soldats. Donc on l'emmenait avec le camion, et puis on est dans une petite région interdite, justement. Et là, en principe, on ne leur tirait pas dans le dos, non. Ou on leur bandait les yeux, ou bon, ça se passait à peu près proprement. Mais c'est ça la corvée de bois. On disait ça comme ça, voilà. Alors, on ramenait les cadavres, en principe, on ramenait les cadavres. Mais ça arrivait qu'on les laisse, justement, pour faire voir aux Félagas ce qui risquait de leur arriver, si par exemple, ils se trouvaient dans ce truc-là. On demandait s'il y avait des volontaires, et je me souviens qu'on avait 2 ou 3 copains, c'était des gens qui avaient fait de la prison, qui n'avaient peur de rien du tout. Donc en principe, on prenait des volontaires, ou alors des engagés. Mais en principe, on ne prenait jamais des gens comme ça, de force. Donc jamais, jamais, jamais. Non, non. Moi, j'ai jamais tiré sur des hommes comme ça. J'ai tiré sur des soldats qui pourraient, mais pas la corvée de bois. Arrive la pénombre, là, moitié nuit, moitié jour, là, comme on dit, ou moitié jour, moitié nuit, et on est attaqué. On est attaqué. Bon, moi, j'entends taper contre le mur, les balles, etc. Mais comme j'étais à la hauteur des fenêtres, comme ça, j'ai dit, je vais en ramasser une tout à l'heure. Donc, je saute du lit supérieur au lit inférieur, mais pour me protéger comme vous, là, vous voyez. Et au même moment, le gars qui est en bas, mon collègue qui est en bas, il prend son arme et il la charge. Et au même temps qu'il la charge, il a tellement chargé dans la précipitation qu'il tire, comme si on était là. Il fait partir des coups, et moi, je suis pas mort puisque je suis là aujourd'hui, mais je vous assure, au moment où j'ai sauté du lit supérieur au lit inférieur, il y a les balles qui sont passées de tous les côtés du pistolet mitrailleur, hein, et le plâtre qui tombait, le machin qui tombait, moi qui suis au sol, pendant ce temps-là, les autres, ils étaient en train de tirer sur l'affaire, et il me tend son arme comme ça. Il me dit, j'ai fait une connerie. J'ai dit, bah putain, excuse-moi l'expression, comme connerie, oh, elle était pas mal. Hein. Il y avait des pistolets mitrailleurs, quand on les armait et ça partait. Et on s'est trouvé une fois avec 200, on était sur des collines, et alors il y avait 200 Félagas qui étaient dans la vallée. Et là, on a fait intervenir l'aviation. Donc les napalm, c'était des gros bidons de l'essence. Enfin, et alors là, bon, ben, il y avait des Félagas qui partaient en feu, et nous, on tirait dessus. Dans un sens, c'était mieux, ils ne souffraient pas au moins. Ouais, c'est pas gai pour des jeunes, hein, mais c'était comme ça. La guerre, c'est pas gai, hein. Oui, c'est vrai, là, le napalm, mais c'était vraiment dans des zones interdites, bien sûr. Et alors, vraiment, quand ça avait des groupes, un Félaga, on n'aurait pas tiré dessus, au napalm. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand on rentrait dans un village, le lieutenant, là, qui était quand même saint-cyrien, il dit qu'il n'y en a pas un qui les viole. Hein. Ça, j'ai entendu, ça. Vous rentrez dans un village où il y avait des petites Fatma, tout ça, là. Que je n'en vois pas un qui les viole, hein, il nous disait. Mais à la manière d'un... Vous avez 20 ans hein, quand on vous dit ça. Moi, c'est ça que je ressens. Pour communiquer avec mes parents, on envoyait des lettres. Hein. Voilà, des photos, des lettres. Une lettre tous les 15 jours. Moi, j'ai jamais ressenti la censure. J'ai jamais ressenti la censure dans les lettres que je recevais, ni dans celles que j'ai envoyées. Maintenant, peut-être que j'y mettais les formes, hein, et dans le contenu. Peut-être que je disais pas tout à ma femme, pour pas non plus ma future, pour ne pas la perturber non plus. Hein. Je téléphonais à mes parents à Vichy une fois par mois
quand je me déplaçais sur un endroit où je pouvais téléphoner, je téléphonais en PCV, c'est-à-dire que c'est mes parents qui payaient. Et j'attendais que ma future soit chez mes parents à Vichy. Donc elle partait de Firminy, enfin du Chambon, elle était du Chambon, pour Vichy. Et je faisais en sorte de téléphoner que ma future femme soit chez mes parents à Vichy. Tenir au courant, non, on ne tenait pas bien au courant, on disait que des mensonges. On disait que des mensonges, tout allait bien, la vie est belle. Non, c'était que des mensonges, voilà ce qu'on disait. D'ailleurs, on nous disait de ne pas trop en dire, donc on ne disait pas grand-chose. Je ne crois pas qu'il y avait une censure, mais enfin, ils se méfiaient quand même. Non, on n'en parlait pas. On ne voulait pas faire peur aux parents, donc on n'en parlait pas. Et ce qui me fait mal, si vous voulez, c'est qu'un jour je me retrouve au fin fond, à la limite de la Lozère et de la Haute-Loire, dans une église. Il y avait une petite plaque comme ça, Paul Vincent, mort en Algérie, 1956. Et vous dites, rendez compte ce jeune du fin fond de la France, se faire tuer en Algérie pour le résultat qu'on en a aujourd'hui. Hein? Je méditais devant cette plaque de marbre dans l'église de ce petit village, à la limite de la Lozère et de l'Ardèche, à la limite de la Lozère et de la Haute-Loire. Qu'est-ce qu'il a été foutu en Algérie de se faire tuer? Pour faire quoi? Pour quel résultat? Mais c'était une guerre inutile. Hein. C'est une guerre ça aurait pu se faire sans qu'il y ait 30 000 gars qui restent. Hein. C'était une guerre inutile. Hein. Si on avait nationalisé tout de suite, il n'y aurait pas eu tous ces morts. Voilà, c'est tout. Nous, on est partis à 20 ans et comme des imbéciles. Voilà. Nous n'avons pas eu de cellule psychologique. C'est pour ça que nous n'avons pas parlé, peut-être. Parce que la cellule psychologique, c'est peut-être son rôle, c'est de faire parler pour vous dégager. Hein. Nous n'avons pas eu, nous les appeler. Et ça a été la dernière guerre d'appeler. On les a oubliés complètement, mais ils n'ont pas cherché à se faire... C'est-à-dire, on est rentré dans le monde du travail. Hein. Moi, j'ai débarqué, si vous voulez, disons le 14 juillet, c'est le cas de dire, à peu près dans ces dates-là, à Marseille. Et le 20, j'étais au boulot. Hein. Donc, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Hein. Quand je suis rentré, j'ai été de retour dans l'usine où j'étais. C'était le silence. On en parlait entre copains comme ça, mais on n'en parlait pas beaucoup à tout le monde. Au retour, est-ce qu'on parlait de tout ça? On en parlait, mais enfin, sans plus. Ça me fait penser aux gens qui sont venus des camps de concentration, ils n'en parlaient pas. Parce que d'abord, ça faisait peur aux gens. Et là, moi, mes parents, je leur disais rien. C'était toujours tout bon, on était bien, c'était toujours bien. Petit à petit, on en parlait, mais au début, on n'en parlait pas. Non. Je me souviens de mes cousins et tout ça, on n'en parlait pas. Même entre nous, on n'en parlait pas. Voilà, on évitait. Moi, avec le recul, les Félagas, c'était comme pour nous pendant la guerre, quand on était occupé par les Allemands, c'était ensemble des résistants. Ça s'est situé entre un samedi et un dimanche. Mais quand on est arrivé le lundi à la boîte, l'affaire était déjà passée, quoi. Dans la population, l'histoire d'Algérie, c'était une parenthèse, quoi. On en parlait à la portion dans les ateliers. La portion est un lieu où on peut discuter pas mal. Il n'y a que 20 minutes, mais on peut toujours faire passer des tas de choses, là. Mais, si vous voulez, il y avait une réticence à tu comprends, je sais pas bien. Avant la guerre, il n'y a rien, c'est bon. Puis après la guerre, ça commence quelqu'un. Mais c'est pas méchant, non. Si vous voulez, on parle, on dit que mauvaise langue, voilà, comme ça, pour aller, ça y est. Et puis il y a eu, si vous voulez, quand même une évolution des gens par rapport si vous voulez, par rapport à leurs gosses qui étaient en Algérie, hein. Et dernière année, ou troisième année, les Français ils commencent, il y en a marre avec la guerre. Hein. Ah oui, ils ont commencé avec, il y en a marre avec la guerre.
je vous dis, voyant revenir le cercueil de Gilles Born, celui après de Scorzac, d'Émile, d'un troisième dont je n'ai pas retenu le nom, il y a le petit de fraise qui est revenu, Edmond, je ne sais plus comment, avec une jambe à hauteur de la cuisse, ça suffit à vous motiver, enfin moi personnellement. Et puis je trouvais que, franchement, se battre pour la paix en Algérie et pour des jeunes qui ne voulaient pas aller en Algérie, parce que ça coulait de source. Moi j'ai commencé ma vie active militante, si vous voulez, en allant voir le curé de Côte-Quart, curé Labrosse qui s'appelait. Et quand on lui a dit, avec la JOC, il faut faire quelque chose avec les JC contre la guerre d'Algérie, contre les départs des soldats, il nous a dit bien, je vais faire quelque chose et je vais faire des prières le dimanche. Donc vous pensez bien que ça ne peut pas rassurer, et là vous allez voir ailleurs. C'est là que vraiment je me suis, je dirais, impliqué au JC. C'était la paix en Algérie, tout ça, mais on parlait pas d'autodétermination, on parlait pas de la possibilité d'avoir pour eux-mêmes. L'autodétermination, c'était pas un mauvais choix en soi, mais en ce qui nous concerne, et en ce qui concerne un jeune à qui vous allez dire, vous allez faire votre service militaire à 1000 ou 2000 km de votre pays, pour moi, j'ai toujours eu dans mon esprit, une armée, elle peut vaincre une autre armée, mais une armée, elle ne peut pas vaincre un peuple qui lutte pour sa liberté, c'est pas possible. Beaucoup de distribution de tracts, on faisait des marchés, beaucoup les marchés, il y avait de gros marchés à l'époque. On discutait beaucoup. Et moi, le souvenir que j'ai, c'est que tous les syndicats à l'époque étaient contre ces mouvements de troupes, on va dire. Donc c'était la CFTC, et la CFTC, il y avait des jeunes et des parents de jeunes qui venaient dans les manifs qu'on faisait. Donc on avait un grand terrain de jeu, c'était la gare de Châteaucreux. Nous on partait, on allait peindre sur les wagons, on paie en Algérie, mais souvent il fallait des jeunes, bon, ils étaient lestes en règle générale, mais il ne fallait surtout pas oublier d'avertir la police des voies pour leur dire attention, cette nuit on va faire un peu de peinture. On a oublié une nuit, on ne s'est pas fait prendre, mais il y en a un qui a laissé son pantalon parce qu'en sautant le mur, il s'est fait déshabiller. Bon, dites ça. Et oui. Et il est rentré chez la grand-mère en slip. Oui. Il y a eu des empêchements de train, oui, ça c'est clair. Devant la voie empruntée, c'était une masse de 100 ou 200 personnes, donc c'est pire qu'un sur les rails, quoi. Et puis, il y avait une grosse solidarité avec les cheminots. Les cheminots étaient des gens très actifs. La guerre d'Algérie, pour nous militants syndicalistes, elle a été immédiatement le fait de dire ils ont droit de décider eux-mêmes de leur avenir. Les Français de gauche, de ça, ils savent. Ils savent. Le droit de l'homme, ils savent. Mon père avait des responsabilités syndicales au sein de la CFTC du Chambon-Feugerolles. Il faisait partie de ceux qui, à la CFTC, ont d'abord voulu lutter pour l'autodétermination des peuples. À la CFTC, au début, ils étaient très peu nombreux à être sensibilisés aux problèmes de l'Algérie. Et quand on avait des syndicalistes qui venaient à la maison qu'on rencontrait, on entendait parler des problèmes de la vallée de l'Ondaine, des problèmes de conflits ouvriers, de problèmes d'entreprise, mais jamais de la guerre d'Algérie. Je pense que il y avait quand même beaucoup de divisions et tout le monde n'était pas d'accord, même au sein du syndicat. Ouais. C'était pas si simple. Et c'est à partir du moment où, en 1959, la Confédération a pris cette position, qui était relativement claire, que nous, on a suivi, quoi.
c'est l'enlèvement du vicaire de Fiamini, l'abbé Matricot, avec qui on travaillait. Hein, et qui, un dimanche, avait dit un peu ce qui se passait, avait parlé de la possibilité des gens de pouvoir prendre. Hein. Donc il s'est fait embarquer. On l'a appelé à 2 h du matin pour lui dire qu'il fallait qu'il aille donner les derniers sacrements à quelqu'un qui allait mourir. Il est parti, on l'a embarqué, on l'a monté sur la route de Saint-Just, on l'a mis à poil et on l'a passé au goudron et on l'a laissé sur place. Et il a retrouvé ses habits à la cure de Fiamini. Alors là, on prend le bas de combat, hein. C'était dans la nuit, le matin à 8 h du matin, on le savait, hein, c'était... Hein. Donc il fallait resserrer les rangs d'une part et d'autre part réagir. Alors on a réagi en vendant témoignages chrétiens aux sorties des messes. Alors il y avait 2 équipes, l'équipe qui vendait et puis l'équipe qui était derrière, prêt à intervenir au cas où. Comme beaucoup de commerces ou de maisons ou au Chambon-Fougerolles, le local de la CFTC avait été badigeonné par des inscriptions OAS. Les responsables donc, de la CFTC sont donc allés porter plainte à la gendarmerie. Suite à cela, eh bien, mon père a reçu une lettre d'Alger le condamnant à mort, simplement parce que si on considérait que si ceux qui avaient fait ces inscriptions étaient retrouvés et sanctionnés, mon père serait immédiatement exécuté. Je me souviens très bien le jour où on a reçu la lettre à la maison. Tout le courrier était posé sur le buffet et cette lettre est restée là. Mon père est resté figé, il n'a rien dit. Personne à la maison n'a rien dit du tout non plus. Et on ne nous en a jamais parlé ouvertement. Ça se disait, dis, tu as su, le Jean, il est condamné à mort par je sais pas, l'OS. Voilà. Hein, mais voilà, c'était et c'était le bouche à oreille, quoi. On est dans un petit village, là. Hein. À la suite de ça, tous les jours, mon père avait des réunions et chaque fois qu'il rentrait, maman regardait la montre, tout le monde était derrière la fenêtre et s'il avait un petit peu de retard, c'était l'angoisse. On regardait la rue par un petit fenêtron qui était dans le couloir. Et puis quelquefois, on voyait des gens qui faisaient des allers-retours dans la rue. Donc on se demandait si c'était pas des gens de l'OAS qui pouvaient même le supprimer sous nos yeux, quoi. Alors, le gars qui était condamné à mort, on l'a amené travailler. On le prenait pour rechercher de travailler. Hein. Deuxièmement, il y avait un plan d'évacuation de ce gars-là, passant par un certain nombre de choses. Troisièmement, il y avait un plan de repli des militants en cas de casse. Quatrièmement, il y avait les archives étaient prêtes à être mis à l'ombre, ce qui a été fait dans la nuit du putsch. Il y avait un système qui faisait que tous les militants, en demi-heure, étaient avertis des problèmes. Toi, tu dis ça à lui, qui va dire, etc. Il y avait là, hein. Autrement dit, en demi-heure, l'ensemble des militants de Fiamini étaient avertis de tous ces problèmes-là. J'étais secrétaire de l'union locale CFTC de Fiamini. J'avais un
quelqu'un qui suivait les problèmes, mais il n'y a que moi qui savais qui c'était. Vous voyez, on est intervenu en état de guerre, quoi. Le fait de la guerre d'Algérie a permis que l'on, pour la première fois, d'autres organisations syndicales, hein, qu'on puisse se rencontrer sur ce problème-là, où on avait les points communs. Ça a permis après à ce que l'ensemble de ces organisations syndicales montent les manifestations qui ont eu lieu. Alors le point d'orgue, c'est la manif lors du putsch d'Alger. Dans les baraquements, c'était épouvantable. Il y avait nos baraquements sur un baraquement au Suzanne, là, qui était une ancienne briqueterie, où on avait mis des planches en travers, où ils avaient un lit, et il y avait un grand lavabo en acier au fond, là où ils pouvaient se laver, et ça n'était pas chauffé. San Pico, oui, oui, à San Pico, à cette époque, oui. Il n'y a pas de logement, ça, c'est pour tout le monde. Hein. Et le baraquement, c'est de l'usine même. C'est de l'usine, c'est lui qui... Ah oui. Alors après a eu lieu le regroupement familial. Et ce regroupement familial a fait qu'une grosse partie est arrivée à la Roméal Boucher. Il y avait des appartements. Le loyer était pas cher. Et c'était très près soit des mines, soit de Fiamidi. C'était pas très loin. Et c'était assez mélangé parce qu'il y avait, à la Roméal Boucher, il y avait des Portugais, des Espagnols, des Italiens, et puis les Maghrébins, donc, et puis les Français. Et ça vivait à peu près correctement dans ce domaine-là. Vous travaillez les Maghrébins à Creusot-Loire, à CFL, enfin, à la moulerie malléable. C'est-à-dire que c'était eux qui étaient dans les travaux les plus pénibles, à la moulerie malléable, puis d'autres dans des secteurs de la tréfilerie, etc. Mais aux travaux pénibles, sur CFL, où il y avait 5000 ouvriers, il y avait pas loin de 1000 Maghrébins. Et puis dans les mines et le bâtiment. Ici, là-bas, ça fait deux. Là-bas, là, on travaille, on touche la paie, la fin du mois, on va arriver, payer le loyer, payer tout ça. Mais là-bas, on ne travaille pas, il n'y a rien. Hein. J'ai travaillé à la morne maniable. Après, j'ai travaillé au matelas. Alors que je travaille comme les autres. Bon, ça va. Encore 54, ça commence comme ça, c'est un peu, mais après 55, 56, alors là, ça chauffe Marseille, jusqu'à 57, 58, ça chauffe Marseille. Alors ça commence à Omar Halla, comme je parlais l'autre jour. Avant, il était le parti de Missali El-Haj. Il était pour le syndicat OTP. Hein. Après, quand ils ont emmené là-bas, à l'Algérie, il a resté 6 mois, je crois bien, il a bien embarqué. 6 mois, je ne sais pas, après quand il a retourné. Et puis, c'est là-bas aux prisons qu'il a été, c'est là-bas que ça, c'est quand la Falen. Après, il est venu d'ici, il a commencé la Falen. D'abord, il y a lui, il y a son frère Rachid, il y a sa sœur Zina, mais c'est lui le cerveau, quoi, si vous voulez. C'est quelqu'un qui a de tête. Hein. Il aime pas beaucoup de violence, sauf un gars qui cherche, lui. Alors là, après, quand la Falaine a explosé, ils ont attrapé les gens. Tu fais ou tu fais pas, c'est mieux que
s'affaire avec eux, c'est mieux que tu vas avec c'est pour le talent. Si tu ne vas pas, ils voient quelqu'un qui est bien ou ils savent comment diriger. S'il ne va pas, il fait tes premières, deuxième, troisième, allez hop, balayé, boum. Moi, ce jour-là, Omar Harrak, il m'a fait. Un jour, il m'a convoqué. Il m'a convoqué là-bas, il est venu dans le barak. Moi, j'ai dit, ouais, ah, c'est beau comme ça, comme ça. Il veut encore à cette époque me mettre dans le groupe de chouk. Il veut me dire, oh là là, non, je dis à M. Omar, comme ça. Je dis à M. Omar, moi j'en ai un père de 4 enfants. Je ne peux pas, je rentrais dans ma place, c'est danger ça. Après il a regardé comme ça, il a dit oui, vous avez raison. Il y avait une équipe. Mais j'ai connu une dizaine de gars qui étaient du GTA, c'est tout. Alors, au sein de l'entreprise, le GTA, vous savez, par exemple, une boîte comme ici, c'était si vous voulez, le correspondant du FLN, hein, et c'était le ramasseur de sous. Tous les mois, je donne différent. Il y a un commerçant, tout ça, il donne plus. Ah, qui ne donne pas, c'est derrière lui. Hein. C'est-à-dire, je n'ai pas attendu qu'il a tué, mais il met tout à part, quoi. Mais celui qui ramasse l'argent, il ne va pas d'ici. Tu ne connais pas? Pas des réunions, on dit ça, ou les jours qui ont fait les jours qui gagnent l'indépendance, comment on va faire, comment. Des amis là-bas, voilà, des amis dans la cave, on passait plus loin que la gare de Ignou, là-bas, la gare. Je renseignais les gens qui viennent. Où vous êtes? Où l'autre cité? Avec quoi parler? Avec quoi de ça? Ah oui, tournez gauche, droite, tel. Moi, j'ai les informations, tout ça. L'autre, il a le machin. Les gens de criminels, les spéciales. Chacun, ah oui, ça ne peut pas mettre quelqu'un avec l'autre. Hein. Ah oui, il est bien stable, cet Omar. Attention. Hein. Le manal, le plupart, il travaille avec la police. Oui. Il aime l'argent, le plupart, il aime l'argent, qui ramasse déjà l'argent. Il y en a qui, l'autre, il a tué quelqu'un je crois, troisième juin de Omar, rue de Voltaire. Il tient le café là-bas, lui. Il tient le café, il marche avec la police. Écoute, 3 fois. Première fois, il n'est pas mort. Deuxième fois, ils ont fait une grenade. Il a fait la grenade, il a jeté la grenade, il a éclaté dehors, ça vous comment. Troisième fois, il est venu vers lui. Allez. Il est venu, il a donné 2 bières. Lui, il a cherché 2 bières. Alors, quand il a fait le tac, il a vu les gens, il n'est pas d'ici. Il a dit, c'est pas d'ici, ça. Je ne connais pas, ces gens-là. Et eux, ils viennent de Lyon, ils viennent de Paris. Ah oui, comme ça, quelqu'un qui déplace. Hein. Ils ont été, s'il vous plaît, écrasés, quoi, il a dit. Ah oui, on était plus forts, ils ont peur de nous après. Hein. Le Félin, il a beaucoup pris de poids. Hein. Ah oui, le Félin, malgré la police, ils arrêtaient, mais là, où il est ton père, il a pris pas de poids. Je remplace. Et, Enfin, c'était AFI à ce moment-là, avait embauché le colonel Reyes pour les surveiller. Hein. Le colonel Reyes, c'était le patron de toutes
les lieux où il pouvait coucher, tout ça. Et c'était lui qui était le patron dans ce domaine-là. Quand vous avez 1000 personnes qui sont dans une boîte comme FI, c'est pas difficile. Hein. Et que sur les 1000, il y en a 800 qui sont dans le même atelier. C'est pas. Hein, si vous voulez, ils se situaient dans un des secteurs, les 800 se situaient dans un secteur de l'usine qui était facile à contrôler, avec une sortie, tout ça, quoi. J'ai parlé avec un gars, il va parler avec moi. Et juste en face de la mairie, un jour de la foire, l'église là-bas, Pascal, en face de la mairie, j'ai vu deux bonhommes. C'est des inspecteurs, bien sûr. C'est des inspecteurs. Après, il a allumé le flash comme ça. Il a dit, j'ai dit moi à mon collègue, j'ai dit écoute, regardez là, la face de la mairie, juste devant la mairie. Regardez ça, ça des choses, attention, c'est d'autres choses. Oh, dis-toi, toi, tu es toujours des mots, viens. Mais viens, j'ai dit écoute, mais viens, mais tu vois, toujours, même pas, on descend au milieu de la place. Tout vrai, on parle. Lui, il veut lui parler. Tac, oui. Le flic qui vient, c'est pas eux qui m'ont fait flasher. Les autres. Provisoirement, on a arrêté peut-être 10-15 fois. Provisoirement, là, le commissariat, quand le commissaire Garnet, là, c'est un grand costaud. Il est bien, lui. Quand il voyait comme ça, il n'est pas méchant. Une fois, on était au café le matin, et Garnet rentre avec le flic. Puis, Garnet, quand il m'a vu comme ça, il joue la carte avec Zaimi, avec le père Zaimi, il joue la carte et tout ça. Quand il m'a vu comme ça, il a dit, non, il a dit non, pas les jeunes, il ne faut pas déranger les jeunes. On est resté, je ne sais pas moi, il a ramassé 2 poignées de salade, il est resté rien que nous deux. Moi et ma copine, comme ça, on boit le café au lait, le matin à croissant. Ah, Garnet, les droits, hein. Si vous voulez, d'abord, on a eu un contact sur le terrain avec un maghrébin qui était du FLN. Alors on les a aidés en lui sortant des papiers, par exemple. Mais ce n'était pas des tracts, hein, c'était des petits papiers. Voilà. Mais c'était un gars qui avait une vision des choses qui était comme ça, quoi. Voilà. Et l'argent, qui est-ce qui passe l'argent, qui nous le collecte comme ça, l'argent? Qui est-ce qui passe l'argent? Vous ne savez pas? Ah ben j'ai dit, c'est les Français qui passent l'argent à la Suisse. J'ai dit franchement, un arabe là-bas, il voyait là-bas prison, arrête-toi là-bas. Il fouillait tout, le papier, tout ça, passeport, carte. C'est les Français qui passent l'argent. Alors, la part active que mon père a prise dans ces réseaux, c'était essentiellement de recevoir à la maison des responsables du FLN. Donc, quelques-uns résidaient en France
Et d'autres étaient en Algérie et venaient en France de temps en temps. Mais il y avait des gens qui étaient importants. Ça, ma sœur aînée le dit souvent, elle dit, on sentait que c'était des gens qui avaient des responsabilités au sein du FLN. Alors soit ils se réunissaient, c'était soit pour se réunir, soit pour coucher, pour dormir et être à l'abri, quoi. Mais moi j'ai plutôt l'impression que les gens qui passaient à la maison ne restaient pas trop. D'abord parce que je pense que mon père a été assez vite assez surveillé, donc il fallait peut-être être discret, et puis... Mais c'était surtout pour des réunions et discuter. Je n'ai jamais vu de valise, je n'ai jamais vu d'argent passer, je n'ai jamais vu de... Mais ça devait se faire aussi quand on était couché, parce que moi j'avais une dizaine d'années, donc bon, on voyait très peu les gens à la maison, hein. Ils arrivaient assez tard et pour qu'on aille se coucher et que tout puisse se passer dans la discrétion. La guerre était finie. Hein, voilà. Et nos petits, ils ont pu se faire descendre avant, quoi. Donc il n'y a plus de tellement de... Hein. Mais, si vous voulez, il n'y a pas eu, comment dirais-je, il n'y a pas eu de... Par rapport aux maghrébins qui étaient là, quoi, il n'y a pas eu tellement de ressentiment, quoi. Hein. Les travailleurs sont solidaires. Nous étions, comment dirais-je, comme des frères et sœurs. Voilà. Si on avait un bout de pain à partager, on était là. Il y avait seulement que nous, comme Pieds-Noirs, où on habitait, et le restant de l'Ouahda, parce qu'on ne sait pas le dire en français, où on habitait, c'était que des Algériens, c'était toute la même famille. Mais on n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre. On se respectait, et puis voilà. Malgré que nous étions pieds noirs, comme on nous appelle, on était exploités, la même chose que les Algériens. Alors qu'est-ce qu'il a fait mon papa? Il s'est engagé à la Légion. Voilà. Et ma maman, c'est vrai qu'elle a beaucoup travaillé. Voilà, chez les indigents, on nous donnait donc la popote. Et c'est après que ma maman, donc elle a été voir l'armée, et c'est l'armée qui nous a donné après à manger. Peur on avait, parce que quand ça commençait à plastifier et puis tout ce qui s'ensuit, hein, les bombes, les plastiques, ça fait mal aussi. Hein. Quand le général de Gaulle est venu, on était à Ceuta. Et là, il a dit encore l'Algérie française. Mais nous, on savait que l'Algérie française n'allait plus rester. Donc c'est l'armée qui lui a dit à mon papa, prends tes gosses et va-t'en. Quand on a compris qu'on prenait le bateau, là c'était fini. Fini, on a dit l'Algérie, on ne la voit plus. On a pris ce bateau, là, celui de Tunis, et puis on voyait, vous savez, l'eau, et puis bon, la côte, et puis après, plus rien. Alors là, ça fait mal. Ben, on est venu parce que j'ai eu mon frère, qu'il avait son beau-frère. Et pour pas nous laisser à Marseille tout seul, ma maman avec tous les gosses, mon frère, il a dit, hop, par ici, il faut descendre dans la Loire. On est arrivé par le train et on attendait donc le beau-frère de mon frère qui vient nous chercher. On est resté à la gare et on a dit, mais où c'est qu'on est tombé?
c'est vers les 11h ou midi qu'on a commencé à voir les toits des maisons. J'ai dit, mais c'est pas possible, on est tombé dans un trou. Et puis après, non. Parce que bon, on a vu, il y avait des magasins, il y avait pas mal, il y avait le marché, ça va, on était bien. On est venu, on était à la Corniche, chez sa belle-sœur et son beau-frère qui était déjà ici, il y a longtemps. Et donc, quand elle nous a vus débarquer tous, alors elle n'a pas voulu de nous, et après on est parti au pavillon. On est resté 2 mois et demi à l'hôtel Pavillon. Après, ça a été quelqu'un qui est venu et il nous a quand même sorti de l'embarras, comme on dit. Heureusement qu'il y avait lui. Et puis, pas mal de secours catholiques, enfin, à tout ça qui nous ont aidés un petit peu. Hein. On nous a mis aux 4 cours des marronniers, c'était là-bas, puisqu'ils ont fait les copropriétés. Et j'étais avec mes parents. À cette époque, on habitait au 17. Donc, on se débrouillait, on couchait par terre. Parce qu'avant, le sol, il était chauffé. Donc ça va, on n'avait pas trop froid. Ok. Mais autrement, on est arrivé, bah, on n'avait rien du tout. Il fallait faire comme bon nous semble. Si on avait à manger, on avait. Si on n'avait pas, bah... Le bâtiment, il était rempli de pieds noirs. Et il y avait des pieds noirs de notre ville, de Sidi Bel Abbès, où ma maman, elle a eu travaillé chez eux. Et puis ensuite, il y a eu des rapatriés qui ont été logés à une centaine de mètres de la maison. On a construit un bâtiment au bout de la rue du Maquis. Et donc, on en voyait passer. Alors là, j'ai quelquefois entendu quelques réflexions sur ces gens à qui on attribuait du travail alors que d'autres dans le quartier étaient au chômage. Ça, c'est vrai que c'est une réflexion qu'on a entendue. Bon, on nous prenait pour des Algériens, et qu'est-ce que vous venez manger, le pain des Français? Ça, c'était toujours la même histoire, la même rengaine. Et puis, à force, bon, on s'est habitué. Et puis on est resté, mais c'est vrai qu'on était mal vus. C'est posé le problème après du retour des Français d'Algérie. Hein. Ça n'a pas posé, si vous voulez, en période de plein emploi, parce qu'on était dans une période de plein emploi, ça n'a pas posé de problème essentiel, si ce n'est dans le milieu fonctionnaire, où les gens rentrant d'Algérie avaient priorité pour les postes de fonctionnaires. Mais si vous voulez, compte tenu du plein emploi qu'il y avait là, ça n'a pas posé une vision très nette des choses. Hein. J'ai trouvé du boulot grâce à un soutien sans être un soutien, parce que ça a été un monsieur à Bellevue. On est rentré, il faisait froid. Et il me dit, mais vous avez un drôle d'accent. Donc le monsieur qui était dans le bar. J'ai dit, ben oui, on est de l'Afrique du Nord. Il me dit, ah, vous êtes des pieds noirs? J'ai dit, oui, on est des pieds noirs. Et il me dit, mais je vois que vous regardez le journal. J'ai dit, oui, je cherche un travail. Ni une ni deux, il s'est levé, il m'a dit, venez avec moi. Et c'est lui qui m'a fait avoir ma première place, que je vous ai dit, à Francola. On faisait des chaises relax. 20 à l'heure. Les gens, ils étaient déjà plus sympas dans l'usine. Il y avait beaucoup de femmes, pas beaucoup d'hommes. Alors entre femmes, bon, c'est vrai qu'on s'accorde. Si, moi j'étais bien à l'usine. Je sortais en boîte, j'allais où je voulais, je travaillais. Et voilà. J'étais bien. Je faisais de la danse, je faisais un peu de tout. Alors moi, mon plaisir, oui, en France, j'étais bien. Ah, l'Algérie, c'est notre vie que celle de la France. Parce que la nostalgie, c'est là-bas, c'est pas ici. Ça serait à refaire, monsieur, mais je partirai la première.
faisait des petits travaux. Travaillait dans les boucheries, dans les moulins, un peu dans les garçons de café, il cirait les chaussures, il n'est jamais allé à l'école. C'est pas ce que c'est. Il lui arrivait des fois, d'après ce qu'il me racontait, il avait une gandoura, parce que bon, ils n'avaient pas de moyen de s'habiller correctement, et elle était infestée de poux. Et le soir, il prenait sa gandoura, il appuyait comme ça pour écraser tous les poux, et il la secouait pour pouvoir la remettre le lendemain. Tout d'abord, il a été donc habillé en treillis et puis promené dans tout le village. Ça, comme ça, le village a été fixé, c'est un traître. Et après tout, il s'est dit, hein, pour faire vivre mes enfants, ma femme, c'était la misère, il n'y avait rien. Il suivait, et puis c'est tout. Et puis en temps de guerre, on ne sait pas. Par contre, mon oncle a vraiment choisi la France. Lui, il a aimé la France, il a choisi la France, il était emballé pour être militaire dans l'armée française. Il a donné, il a voué corps et âme à la patrie française. Ils allaient en premier voir s'il n'y avait pas d'embuscade. Parce qu'ils connaissaient bien les lieux. Alors ils partaient en avant et ils avaient été doués pour ça, parce que c'était quand même leur pays d'origine. Alors ils connaissaient les endroits où les soldats d'origine française, pour pas qu'ils se fassent tuer, quoi, pour éviter les embuscades. Et ils prévenaient après. Il y en avait deux qui partaient l'un après l'autre. D'abord, le premier, il partait en avant, le second, éclaireur, c'était les deux frères, hein, mon père et mon oncle. Et puis, vous vous rendez compte, c'est l'un qui mourait. Il y avait des règlements de compte. Il fallait tuer des harkis. Ben Bella était là, il fallait tuer des harkis, un maximum de harkis. Je regardais les peupliers, c'est vrai, hein. Ce vent, j'étais un petit peu hagard. Il y avait une roue qui faisait pour la balançoire. Je me balançais, puis il y a une fille qui vient me fait, tu n'as pas honte, tu joues alors que ton frère est mort. Et je ne comprenais pas la signification du mot mort, qu'est-ce que c'était que la mort. Et je suis allée sur le côté droit de la maison, il y avait des femmes, il y avait mon frère qui était tendu, son visage était comme ça, donc il avait ouvert son visage. Et ma mère m'a dit, tu embrasses son thorax, j'ai embrassé son thorax, c'était tendu comme un tambourin. Ce petit corps là, inerte. Je voyais, quand on est petit, on voit tout grand. Je voyais cette chose noire, le port, l'eau, c'était noir, c'était profond, c'était la nuit. On est rentré dans ce bateau, on était assis tous par terre. Et je me souviens, un monsieur qui m'a dit, je le regardais manger une orange, et il m'a dit, viens, tiens, il m'a donné un morceau d'orange. Puis on est arrivé à Marseille. À Marseille, je me souviens, quand on est parti, on est sorti du port et tout, on nous a emmenés à la gare. Parce que la vallée de Londaine, justement, c'est là où il y avait beaucoup de harkis. Il y avait beaucoup de harkis qui nous ont accueillis. Au Chambon, on avait quand même 2 pièces. C'est quand même bien. On avait 2 grandes pièces. C'était une cave, en fait, qu'on nous avait louée. Et puis la nuit, ma mère a surveillé les rats, parce qu'il y avait quand même des rats comme ça, la nuit. C'était mélangé, portugais, il y avait un jeune polonais, et il y avait des Français, des harkis, comme nous. Et puis il y avait des Algériens, entre guillemets, soi-disant, qui étaient là en France depuis longtemps, et qui nous insultaient de sales harkis. À l'époque, il y avait beaucoup de travail. C'était facile de trouver du travail. Et puis c'était une belle époque. Parce que je sais pas, le lait, quand on commandait du lait, on nous le posait devant la porte, le lait ne bougeait pas, il était là, on le retrouvait, on posait l'argent. C'était une belle époque, franchement. Et puis il y avait les sœurs de Saint-Vincent de Paul qui venaient nous voir, nous ramener des vêtements, elles essayaient de nous éduquer. Oublier, parce qu'ils ont tout perdu là-bas. Tout perdu. Puis il y avait
le fait pour eux, ils n'allaient plus retourner chez eux. Ils sont nés quand même là-bas. Ils avaient leurs parents, ils avaient une vie là-bas. Et de ne plus pouvoir y retourner, c'est terrible. Peu à peu, les Harkis disaient qu'ils essayaient de se cacher, de dire bon, voilà. Et c'est comme ça qu'on essaie de se confondre à la masse avec ceux qui, entre guillemets, n'étaient pas Harkis. Mais je vous assure que tout le monde était Harkis. Mais après, tout le monde, vu que l'Algérie avait pris son indépendance, et vu que tout le monde, les anciens, je parle des anciens, voulaient quand même repartir dans leur pays, avoir un petit espoir de retour, on ne va pas les blâmer. Ils avaient quand même ce petit espoir de retour, ils avaient quand même laissé de la famille, certains. Oui, je comprenais qu'on était des enfants de traîtres, que mon père était un traître. Pour moi, je voyais ça comme ça. J'en voulais à mon père. J'ai dit c'est à cause de lui. Pour nous, je ne pouvais pas imaginer que mon père soit traître. Et c'était quoi là? Pour moi, traître, c'est trahir quelqu'un. Mais à l'époque, j'étais petite, qu'est-ce que je pouvais savoir de la trahison? Trahir quoi? C'est triste, et puis on a été soit d'un côté, soit de l'autre. On n'a pas été considérés, c'est tout. On n'a pas eu de considération. Là, surtout maintenant, ils attendent quoi? Ils sont presque tous morts. C'était un douar, comme on dit, c'est quelques maisons. On était protégés, très protégés de tout ce qui était événements, etc. Mais ça s'est très bien passé, j'ai de bons souvenirs. Mon père, c'était ce qu'on appelait un moussabbel en arabe. C'était un volontaire, en fait, mais qui est resté au sein de la population. Il n'était pas dans le maquis. Voilà, contrairement à d'autres gens de ma famille. Donc mon père, il a été arrêté donc fin mai, début juin 57. Donc il a été emprisonné. Voilà. Il était resté donc une semaine dans une petite caserne. Bon, questionné, etc., interrogatoire, torture, bien sûr. Donc il est resté, et au bout de 7 jours, il en est mort. En fait, après avoir été torturé, etc., on a simulé son évasion. Enfin, on nous a dit à nous qu'il s'était évadé et on lui a tiré dessus. Mais en réalité, c'est pas ça. Il est mort sous la torture. Ah, les déménagements, il y en a eu beaucoup. C'était le lot de beaucoup de familles qui vivaient dans des régions comme la mienne, la Grande Kabylie, les Horaces, etc. Et on a déménagé au moins 5 ou 6 fois. Donc on a détruit notre maison, on nous a déplacés à un endroit. Donc si vous voulez, on a regroupé en fait pour couper les liens qu'avait la population avec les combattants. On nous a déplacés et on a habité dans des... c'était des gourbilles. On appelait ça le grabin. Qui veut dire les gourbilles en arabe, c'était des maisons qu'on avait construites nous-mêmes, avec des branchages, des oliviers, tout ça, de la chaume. Il fallait se ravitailler, aller chercher de l'eau, du bois. Je revois dans ma tête des femmes, des vieilles, etc. qui sortaient. Et bien, je suis venu en France parce que, déjà, bon, moi, si vous voulez, moi j'ai fait mes études donc arabe et français, mais j'ai appris le français d'abord avant d'apprendre l'arabe. C'était pas au niveau matériel qui me manquait des choses, c'était plutôt au niveau du vouloir partir voir ailleurs. Donc je suis venu parce que j'avais envie de voir ailleurs. Et moi, je voulais pas venir en France. J'aurais souhaité aller aux États-Unis ou en Allemagne ou en Angleterre. Mais à mon époque, moi j'avais 20 ans, donc il fallait, si vous voulez, il fallait une bourse pour venir à l'étranger. Et moi, j'ai pas pu avoir cette bourse pour venir, pour partir aux États-Unis ou en Allemagne, en RFA, on disait à l'époque, RFA. Je me suis rabattu vers la France parce que déjà, bon, il y avait le problème de la langue qui ne se posait pas. C'était pas évident pour moi. J'avais pas de bourse, il a fallu que je me débrouille tout seul pour vivre, quoi. C'était pas évident non plus. Mais j'ai pas rebrossé, j'ai pas fait machine arrière quand même. J'ai pas de rancœur envers la France, envers le peuple français. Ce que je regrette un petit peu, c'est que
si vous voulez, les gouvernements qui se sont succédés, qui étaient déjà en place, et les gouvernements qui se sont succédés après, n'ont rien fait pour que les jeunes Français apprennent ce qui s'est passé sur cette guerre-là. Et ne pas attendre pour que, bon c'était Chirac, pour que Chirac reconnaisse enfin, pour que la France reconnaisse enfin que c'était une guerre et non les événements d'Algérie, comme on disait. On disait les événements d'Algérie, alors que c'était une guerre. Ce qui fait un petit peu mal maintenant, c'est que bon, beaucoup de jeunes, ou beaucoup de gens en France ne connaissent pas, ignorent ce qui s'est passé en Algérie. Et ça fait un peu mal parce que bon, au fil des, après 30, moi, ça fait 35 ans bientôt que je suis ici, et ça pèse. Ouais. En Algérie, nous, c'était la même chose en fait. On n'a pas appris la vraie histoire. Bon, vraie histoire, on n'a pas appris l'histoire, on n'a pas appris ce qui s'était passé là-bas. On nous a montré que le côté qu'ils ont voulu nous montrer. Entre l'Algérie et la France, on devrait avoir des relations aussi bien, sinon mieux, qu'entre la France et l'Allemagne. Parce qu'il y a beaucoup de... Je dirais qu'il y a beaucoup de liens entre ces deux populations. Mais malheureusement, ce n'est pas les peuples qui font les liens, c'est les gouvernants. Ah ben c'est mauvais souvenir. Toute la guerre montée, je dis franchement, c'est le mauvais souvenir. À tout le monde, celui qui gagne ou celui qui perd.